Merci de recevoir votre magazine Kiosque Éco, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Aujourd'hui encore, nous allons surfer sur les informations qui ont jalonné la semaine. On parle ici des informations économiques. Je ne suis pas seul. Autour de cette table, nous allons débattre autour du corridor de Lobito. Quels sont les enjeux et même le danger pour la République démocratique du Congo? Ah ben oui, deux sujets autour de cette table. Nous allons également parler de ses réalisations à la tête du ministère des Finances, mais principalement nous allons revenir sur ce que l'on appelle le dépassement des assignations financières du budget 2024 initial, avec Doudou Fouamba. Des commentaires et même des analyses feront objet de ce magazine. Aujourd'hui, je démarre avec les salutations. Comme d'habitude, je préfère commencer par Monsieur Bienvenu. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. Je suis heureux d'être là. Très bien, on va prendre Gardi Diana, bienvenue. Merci Guichou. Et enfin, Amédée, bienvenue. Merci. Amédée, il y a quand même des commentaires sur votre ponctualité, notamment votre régularité. C'est vrai que les analyses, les gens apprécient beaucoup, mais la régularité, la ponctualité en est une autre. Les analyses, c'est vrai, mais il y a quand même des commentaires autour de ça. Je tenais à vous le dire et même parvenir ce que les téléspectateurs nous disent. Monsieur Bienvenu, les gens souhaitent à ce que vous soyez beaucoup plus régulier, puisqu'ils apprécient la manière dont vous creusez dans les différents débats. Surtout, deux fois le ping-pong qui est entre vous et Gardi quand ça chauffe. Ils aiment bien. Gardi Diana aussi. Il y a deux, trois choses sur vous, notamment la sérénité lorsque vous défendez certains dossiers, mais aussi votre façon de faire deux fois des comparatifs. Ils disent que c'est cohérent. Et donc, voilà ce que les gens disent de vous. Je pense que de temps en temps, ils sont appelés à nous écrire. On va démarrer avec le premier sujet qui nous ramène vers le corridor de Lobito. Monsieur Amédée, on commence avec vous, puisque vous avez regardé vers moi. Est-ce qu'il y a danger derrière ce qui se négocie pour la RDC? Quand vous parlez des dangers, vous regardez principalement la RDC, si je comprends bien. Bien sûr. Ah, bon. Parce que tout tourne autour de la République démocratique du Congo. Exactement. L'exploitation de minéraux, même la connexion qui sera établie au centre, c'est la RDC. Est-ce que ça profite à la RDC? Je reformule la question. Bon, il faut commençons par le commencement. D'abord, les corridors de Lobito, ce n'est pas une invention congolaise, en fait, de la RDC indépendante, encore moins de l'Angola indépendant. Les corridors de Lobito, c'est une invention depuis l'époque coloniale, c'est-à-dire Léopold II, voulant trouver un chemin vers l'Atlantique, à négocier avec les Portugais. C'est comme ça on a trouvé ces corridors pour exporter les matières premières et exploiter en RDC. À cette époque-là, la RDC, c'est une colonie d'exploitation au service de Belges. Les Belges, ils ont voulu exploiter les minéraux de la RDC et exporter ça. Donc, ils se sont donné les moyens de le faire. C'est comme ça, ils ont établi et des routes, et des rails, et des voies navigables pour, notamment, à ce qui concerne les corridors de Lobito. Alors, vous me posez la question, est-ce que c'est un danger pour la RDC? Bon, c'est difficile de répondre directement à cette question en disant que c'est un danger. Dans la mesure où, je comprends le fond de votre question, dans la mesure où, vous savez, la RDC, c'est un pays majeur en Afrique. En tant que pays majeur, il devrait jouer son rôle dans la sous-région de l'Afrique centrale, comme le fait l'Afrique du Sud en Afrique australe, comme le fait le Nigeria dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Mais il se fait que malheureusement, notre pays, la République démocratique du Congo, ne joue pas son rôle de leader, d'un pays leader dans la région. C'est ce qui fait que jusque-là, nous continuons à être amenés dans le schéma des autres, comme l'actuel corridor de Lobito qui a été activé, non pas par les Congolais, non pas par la RDC, non pas par l'Angola, mais ce sont les Occidentaux. C'est les G7, au fait, les 7 pays les plus industrialisés du monde, dont notamment les États-Unis. Ils ont voulu
financer un projet d'infrastructure qui permettrait une connectivité entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. C'est comme ça, ils ont vu, avec la présence depuis un certain temps de la Chine, ils ont voulu aussi financer un corridor d'infrastructure qui permettrait d'évacuer les minéraux par l'océan Atlantique. Donc c'est comme ça, aujourd'hui, ces corridors... Par la voie ferroviaire. Par la voie ferroviaire, avant de prendre les eaux maritimes à Lobito. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, ces corridors est une réalité dans la mesure où on a déjà financé plus de 3 milliards de dollars. Du côté de l'Angola, tout est fin prêt. Les rails est là, le port est là, mais il reste du côté de la RDC et de la Zambie à faire les rails, puisqu'il faut joindre la frontière angolaise par Kolwezi. C'est plus ou moins 436 km de rails qu'on n'a pas encore fait. La RDC est encore au niveau des pré-études de faisabilité. Vous comprenez bien. Ce qui dérange d'ailleurs dans les accords signés. Ce qui dérange. Et du côté de la Zambie, ils sont aussi, je crois qu'ils ont fini les études de faisabilité. Celui qui est prêt jusque-là, c'est l'Angola qui est prêt. En tout cas, tout est prêt avec le rail, le port. Et même l'Angola a créé des zones économiques. Des zones économiques où il veut installer des industries de transformation. Parce qu'il s'est dit, les minéraux qui seront pris en RDC et en Zambie, ils peuvent être transformés localement en Angola avant de prendre les eaux vers le reste du bien. Alors... Donc le danger, je termine par là, le danger c'est, pour la RDC, c'est peut-être parce que, en fait, contrairement à la Zambie, la RDC n'est pas un pays enclavé. La Zambie, c'est un pays enclavé. La Zambie n'a pas une ouverture ni vers l'océan Indien, encore moins vers l'océan Atlantique. Donc, on peut bien comprendre pourquoi la Zambie peut s'empresser d'avoir... déjà, il a à travers les corridors de Taraza, je crois, oui, de Tazara, construits par le Chinois. Il a accès au port de Dar es Salaam en Tanzanie, donc à l'océan Indien. Donc pour la Zambie, avoir une autre voie d'accès sur l'océan Atlantique par Lobito, en tout cas, c'est du tout bénéfice pour ce pays. Mais nous, la RDC, nous ne sommes pas la Zambie, on n'est pas enclavé. Nous avons une ouverture à l'océan Atlantique par le port de Banana. Or, il se fait que depuis quelques années, nous traînons le pied à lancer ces travaux pour le port en eau profonde de Banana, ce qui fait que nous allons subir. Très bien. Alors, monsieur, bienvenue. Quels sont les enjeux? Puisque monsieur Amédée a présenté clairement les dangers pour la RDC, ses côtés un peu, je dirais, laxistes dans la façon de faire. Nous sommes encore dans une phase étude de faisabilité, ce qui dérange le protocole d'accord ou le partenariat qui a été engagé. Quels sont les enjeux d'abord pour la RDC? Les enjeux sont éminemment économiques. Les enjeux sont éminemment économiques et là je ne suis pas d'accord avec Amédée. La RDC est un pays enclavé. Nous n'avons que, je crois, 40 km sur la mer, sur l'océan Atlantique. Rien que 40 km. Le reste, ce sont des voisins. On doit passer par la Tanzanie pour aller de l'autre côté. On doit passer par l'Angola. Donc, on doit passer par la République centrafricaine, par l'Ouganda, par le Rwanda. Oui, mais 40 km qui nous donne une longueur d'avance par rapport aux Zambie. Pas du tout. Pas du tout. Parce que lorsque vous quittez Lubumbashi, vous venez avec tous les minéraux, rupture de stock au niveau d'Ilebo, vous mettez sur le bateau, arrivez à Kinshasa, rupture de stock pour remettre sur les rails. Ça a un coût exorbitant. C'est pourquoi la ligne Lobito, le chemin de Lobito pour les exportations de la RDC, est économiquement rentable. Économiquement, même à l'époque de Mobutu, on l'avait expérimenté. Économiquement rentable, ça permet pour la RDC, ça permet à nos produits d'être compétitifs. Mais là où nous pouvons dire que c'est désavantageux pour nous, c'est parce que nous allons exporter, et là je suis d'accord avec Amédée, il y a risque d'exporter la chaîne de production de valeur auprès des autres. C'est ça les dangers que nous courons. Le vrai problème pour nous serait que nous puissions
transformer les minéraux qui sont produits ici chez nous, on les transforme au Katanga par exemple, et ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas faisable aujourd'hui. Il faut être réaliste, il ne faut pas se cacher derrière son doigt. Aujourd'hui, il est impossible pour nous de transformer localement certains minéraux. Mais si on peut, ne fût-ce que arriver à avoir des produits semi-ouvrés, il y a moyen que nous puissions gagner un tout petit peu. Le danger, c'est de dire nous exportons. Nous exportons la main-d'œuvre, nous exportons le travail auprès des autres, nous exportons des richesses auprès des autres. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, c'est une parenthèse qu'on va refermer vite, détient un plan stratégique d'industrialisation. Ben ça existe, Amédée le dirait avec beaucoup plus de compétences parce que je sais qu'il avait lu quelque chose de pareil. Oui, il existe un plan stratégique. Oui, mais qu'est-ce qui bloque pour que justement ces plans soient mis en œuvre? Ben, c'est la mise, et que cela permette c'est la mise en œuvre de tirer profit. C'est la mise en œuvre qui pose problème. Le ministre, l'ancien ministre de l'Industrie qui est maintenant au commerce extérieur, Julien Paloukou, avait présenté ses plans de manière détaillée. On va commencer avec le lithium, on va fabriquer des batteries ici au pays, mais c'est insuffisant. C'est encore une goutte d'eau dans une mer. Mais on ne peut pas pour autant dire qu'on ne fait rien. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le chef de l'État se déplace pour que nous puissions bénéficier. C'est presque 1000 kilomètres de rails. Nous puissions bénéficier de cet avantage et ce n'est pas notre faute si les États-Unis et la Chine sont pratiquement en compétition chez nous. Moi, je pense que ce qui nous appartient aujourd'hui, c'est de faire monter les enchères. Je pense que nous avons intérêt à faire monter les enchères. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que nos voisins nous dérangent. Ils ne veulent pas que nous soyons... C'est pas tard pour monter ces enchères. Non, c'est parce que les choses sont déjà définies. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. La démonstration faite par Amédée tout à l'heure là sur les leaders de chaque sous-région, c'est pas par hasard que le Rwanda nous embête. Nous avons 9 voisins, nous avons 9 problèmes, nous avons 9 adversaires qui ne voudraient pas que nous soyons forts. Nous devons commencer par nous rendre forts nous-mêmes en mettant en place une armée qui va protéger. On ne peut pas avoir des richesses et ne pas protéger ces richesses. Très bien. Alors, Gardi, certaines personnes parlent plutôt d'une rivalité. La RDC serait au centre d'une rivalité entre les États-Unis et la Chine. La rivalité, je crois que Amédée l'a presque dit de manière implicite, dans la mesure où il s'agit d'un projet mené par les autres. Il y a eu un appel d'offres pour ceux qui doivent exploiter différentes zones, le consortium Suisse, Belgique, Portugal. Je pense qu'on subit encore une fois de plus une politique venue d'ailleurs et je crois que la nécessité de la présence de Joe Biden répond justement à la question que vous posez. Eh bien, les États-Unis ont envie de pouvoir se repositionner sur le marché de matières premières, ça c'est une vérité de fait. Est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir en tirer profit? Je réponds oui. Et la question c'est comment? C'est mettre en œuvre la plupart des propositions faites ici. Vous savez, pour moi, ces corridors, c'est vrai, je veux bien dire que c'est un avantage parce que c'est quand même une brèche économique qui nous permet de pouvoir gagner tant soit peu, mais c'est renforcer la culture de la prédation sur le marché congolais. Je suis désolé, à mon sens, parce que quand on dit la RDC n'importe exclusivement le matière première, la RDC qui aujourd'hui est dans une dynamique de pouvoir recréer une chaîne de valeur et créer des pôles de transformation ici, ça veut dire que ces corridors vont continuer à accentuer et il y a eu une précision, ce que même les concentrés des cuivres vont être acheminés de cette manière-là. Je ne pense pas que ça répond à ce souci de pouvoir établir une chaîne de valeur ici, à ce souci de pouvoir recréer un marché interne en ce qui concerne l'exploitation et la transformation de matières premières. Pour nous, nous rentrons encore un peu dans cette logique d'exploitation, dans cette logique de rente, continuer à attendre peut-être de la redevance, attendre de la taxation de fisc, mais je pense que c'est un peu en déphasage avec l'esprit et la logique du gouvernement qui veut vraiment exploiter les différents secteurs, particulièrement les secteurs miniers, pour se constituer un capital productif et aller vers les projets intégrateurs. C'est bien, ça nous ouvre, mais la question c'est que je crains que ça soit un corridor à sens unique, où la RDC va continuer à recevoir des autres, cette forme de prédation, et continuer à tuer un peu les initiatives prises en place pour protéger les producteurs locaux. Alors, Gardi parle des initiatives mises en place. Moi, je vais relever et rebondir sur une initiative. Est-ce que ce projet du corridor de Lubito n'y va pas étouffer celui du corridor de Banana? L'intérêt s'oriente vers totalement Lubito. Tout dépend. Ma réponse serait un oui direct. Tout dépend de nous.
tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu. Je pense que la RDC, il y a urgence de reprendre les contrôles de notre avenir économique. Les ports de Banana, on en parle depuis 4-5 ans, mais les choses n'évoluent pas. Mais pourquoi? Pourquoi les choses n'évoluent pas? Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que nous devons avoir des infrastructures, des manières à contrôler l'exportation des minéraux. Ici, on parle des minéraux stratégiques dont l'industrie mondiale a besoin et aura besoin pendant les 20-30 prochaines années ici. Donc, c'est tellement stratégique que la RDC, en tout cas l'idéal, c'est que ces matières sont produites en RDC, exportées par la voie de la RDC, au lieu que nous puissions passer par un port qui est sur l'Atlantique, alors que nous aussi, nous avons une sortie vers l'Atlantique. Donc, ce qu'il faut, c'est que nous devons très vite démarrer les travaux du port à nos profonds de Banana. Faire mettre le rail de Banana jusqu'à Matadi, parce que de Matadi à Kinshasa, il y a déjà les rails. On fait aussi des rails de Kinshasa à Ilebo. Et à Ilebo, il y a déjà les rails jusqu'à Kolwezi, jusqu'à Sakanya. Donc, tout dépend maintenant de nous d'avoir cette audace-là, d'avoir cette ambition d'investir massivement dans des infrastructures stratégiques pour notre économie. Puisqu'aujourd'hui, de toute façon, c'est tous les projecteurs qui sont braqués sur la RDC à cause de ces matières premières. Je l'ai dit tantôt là, la Zambie, nous produisons 100 fois plus que la Zambie à ce qui concerne le cobalt. Nous produisons plus de 120 000 tonnes de cobalt en RDC. La Zambie n'en produit que 1200. Nous produisons presque 3 millions. En tout cas, l'année passée, on a produit 2 800 000 tonnes de cuivre. Mais la Zambie n'en produit que 760 000 tonnes. Donc, vous voyez, c'est nous qui sommes la cible de tout ceci. Et moi, je pense qu'il y a moyen de reprendre la main. Et pour reprendre la main, il y a des préalables. Tout doit commencer par le corridor des bananas, selon vous, avant d'orienter les choses vers le corridor de Lobito? Non, mais parce qu'on y est déjà, on a déjà signé. On a signé l'accord entre la RDC, la Zambie et l'Angola. Et tout récemment, on a paraphé la feuille de route. Donc, c'est une machine. Est-ce que la RDC sera au rendez-vous? Déjà, il se constate une sorte de lenteur avec le corridor des bananas. Qu'est-ce qui rassure que ça sera fait plus vite? Ce que j'essaie de dire, c'est que pour la RDC, ce qui nous importe le plus, en tout cas pour moi, ça serait de faire en sorte que nous lancions le plus vite possible les travaux de notre port à nos profonds de Banana, puisqu'en fait, même si Bienvenue n'est pas d'accord avec ça, mais partir de Kolwezi jusqu'au port de Banana, c'est presque la même distance que partir de Kolwezi jusqu'au port de Lobito. Mais ici, la seule différence, c'est que nous passons dans notre propre pays. Et vous voyez, si nous parvenons à mettre ces corridors Banana jusqu'à Sakanya, avec les rails de Banana jusqu'à Sakanya, mais ces rails-là vont traverser, vous savez combien? 12 de nos 26 provinces. Et donc l'impact économique sera supérieur s'il faut capitaliser le corridor de Banana. Exactement. Que celui Ces corridors-là, les corridors Banana-Sakanya, va passer sur 12 de nos 26 provinces. Les Okatanga, les Lualaba, la Lomami, les Haut-Lomami, les Kasaï central, les Kasaï oriental, les Kwango, les Kwilu, même Maïndombe, Kinshasa et Congo central. Vous voyez l'impact, avoir un réseau ferré qui traverse 12 provinces, l'économie que ça va créer, les avantages directs et indirects, c'est énorme. C'est pourquoi moi j'encourage en tout cas le président de la République, bien qu'il s'est déjà engagé avec ces corridors de Lobito, moi je dis que nous pouvons reprendre la main. Parce qu'au fait, quand on a un port maritime, c'est une porte d'entrée et de sortie des marchandises, en tout cas pour les pays. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser et continuer à utiliser les ports des autres pays alors que nous avons cette possibilité-là? Monsieur Bienvenu, à entendre Amédée, on a l'impression que le plus gros bénéfice ne revient pas au pays. Avec ce projet du corridor de Lobito, c'est comme si la RDC sert de tremplin pour, encore une fois de plus, développer les autres pays, notamment l'Angola, qui est déjà dans une politique d'industrialisation assez prononcée. Alors, la question, quel est le gain stratégique pour la RDC derrière le corridor de Lobito? Je vous avais dit tout à l'heure en liminaire que
ce projet est économiquement rentable pour la RDC à l'état actuel. Aujourd'hui, bon, on dit bien, on veut bien. S'il faut jeter le rail de Sakania à Banana, ça prendra combien de temps? Peut-être un siècle, peut-être un demi-siècle. Est-ce que dans l'entretemps, on fait quoi? On croise le bras ou on fait quoi? On utilise l'existant. Et la gestion aussi, les managements, c'est aussi les pragmatismes. Et aujourd'hui, si on veut réellement que les exportations de la République démocratique du Congo soient compétitives, la voie est là. C'est l'existant. Et au nom de l'intégration africaine, on ne peut pas ne pas nous engager sur cette voie. Et je pense que c'est ce qui a déterminé les chefs de l'État à signer cette feuille de route, à s'engager justement dans le projet du corridor de Lobito. J'ai participé aux travaux préparatoires et explicatifs qui s'étaient passés, si je ne me trompe pas, à Washington, initiés par Peter Pham. Mais ce qui est sûr, c'est que le projet va avancer. Le projet va avancer dans les 10 ans. Le projet va avancer avec des résultats palpables. Est-ce qu'on attendra que notre hypothétique rail soit là ou que nos produits soient moins compétitifs? Mais la question, est-ce que la RDC aujourd'hui pourra gagner à la dimension de sa position stratégique? Non, à la dimension de notre position, on ne peut pas gagner. La meilleure manière de gagner, c'est de produire et de transformer localement. C'est ça l'idéal. Si on veut nous réapproprier nos richesses et les bénéfices produits par nos richesses pour que ça nous profite réellement, ben nous devons commencer à produire chez nous. On doit mettre de l'électricité, on doit produire de l'électricité suffisante pour que nous puissions transformer localement, importer des industries, parce que c'est à la portée de tout le monde. On peut importer des industries chez nous et commencer à transformer notre cuivre, notre cobalt. C'est jouable. C'est ça la meilleure manière pour nous de gagner économiquement. Mais aujourd'hui, face à la réalité, face au pragmatisme, le corridor de Lobito s'impose à nous. S'impose à nous, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix si on veut être compétitif. Mais si on veut ne rien faire, nous complaire à avoir des potentialités sous terre. Et donc on l'accepte, Diana, puisqu'il s'impose et non parce que c'est idéal propice pour la RDC. On n'a pas d'autre choix. Pas parce que c'est idéal propice pour la RDC. Bon, parce qu'il s'impose. Je ne veux pas m'engager dans l'idéalisme de ce projet, mais je crois que je veux revenir sur ce que je dis au départ. Connaissant l'attitude léthargique de l'État congolais, parce qu'on a eu le moyen possible, on a eu des partenaires ici, les considérations individuelles ont presque bloqué les travaux du port en eau profonde de Banana, mais ces regards minimalistes, moi c'est ce qui me dérange un tout petit peu. Encore une fois de plus, le gain, oui, il y en a. C'est comme le DG Bakoumania le dit, sur le champ, dans notre culture, dans notre esprit de rente, on pourra en profiter de temps en temps. Mais le problème, c'est que quand vous comparez le gain qu'on peut trouver dans ça et avoir une possibilité de pouvoir définir une propre politique implémentée par nous, par le port de Banana, vous comprenez que le rapport est très différent. Ici, le problème n'est pas de saper les efforts ou encore la valeur de ces corridors, mais le problème, c'est que dans l'ensemble des bénéficiaires... Dans la chaîne. C'est-à-dire dans la chaîne, ouais. Nous sommes le moindre mal en fait. S'il y a des gens qui en profiteront moins, c'est nous. Exactement. Dans la chaîne, s'il y a des gens qui en Zambie. Non, je vous ai dit ici, la Zambie trouve dans ça une forme d'aubaine, parce que la Zambie pourra facilement acheminer la Zambie a de quoi exporter. La Zambie a de quoi exporter. Au-delà de la matière première, la Zambie saura comment profiter de ces corridors pour pouvoir recréer un équilibre dans la balance commerciale avec le zone d'État. Posons-nous la question, quel est le rapport en termes de rapport commercial entre la RDC et l'Angola et la Zambie dans ces corridors? Vous verrez que notre valeur différentielle, qui peut nous permettre de pouvoir occuper les autres marchés des États, est improductif. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce corridor profite à la République démocratique du Congo? Le corridor est un projet déjà mis en place. On s'est engagé, on va y aller. Ça, c'est une part de vérité. Ouais. Mais après, il faudra qu'en interne, nous passons à un autre cap. Ouais. Aujourd'hui, je pense que l'État congolais doit d'abord commencer par redéfinir une bonne politique. Je pense que la meilleure façon de pouvoir profiter de nos ressources ou de nos matières premières, c'est savoir recréer une chaîne de valeur en interne, un peu comme l'Angola le fait. C'est pas sorcier si l'Angola se permet. Oui. Et ce qui me dérange, c'est que le Congo, dans ça, signe même pour acheminer des concentrés d'or. C'est-à-dire des choses où le marché existe ici.
où on peut trouver d'investisseurs pour pouvoir profiter. Le Congo est à même de pouvoir produire ne serait-ce que de bijoux, ne serait-ce que dans l'industrie du luxe. Le Congo a cette possibilité-là parce que, je vous rappelle ici, si vous regardez dans le marché mondial, les Congolais sont quand même consommateurs, très prisés de ces histoires-là. On a un marché, mais qu'on laisse la propension vers l'extérieur. C'est ça notre danger. Je crois qu'à un moment donné, il faut éviter de subir. Le malheur dans ça, c'est qu'on est en train de subir une politique définie par les autres et on s'intègre. J'ai toujours dit, les autres profitent parce que le Congo en soi est un vaste marché pour l'ensemble des États de la sous-région, pour l'ensemble des États d'Afrique. Et aujourd'hui, permettre aux gens d'avoir accès à ces vastes marchés, je l'ai dit ici, même pour le Rwanda autrefois, c'est parce qu'aujourd'hui on est en conflit, mais le Rwanda s'est servi de nous dans la plupart des accords comme étant marché. Depuis qu'on a décidé de pouvoir rompre certains projets, regardez l'aviation rwandaise. Elle est par terre. Est-ce que l'on peut dire que c'est une concession que la RDC fait? On continue à subir. Parce qu'il n'y a vraiment pas un capital important, à part le fait que nous allons traverser les minéraux sans pour autant avoir la transformation assurée. Mais en passant par ces corridors, on peut dire que c'est une concession que la RDC fait. Bien sûr, c'est une concession. Est-ce que ça dérange? Le corridor des Lobito sera géré par un consortium qu'on appelle APC, Africa Finance Corporation. C'est ce consortium-là qui va gérer ces corridors. Et donc, ici, pour les cas... la collaboration n'est pas très définie. Comment ça va se passer? Non, c'est belge, suisse et portugais. Voilà. Donc, c'est ce consortium-là qui va gérer ces corridors. Ici, pour le coup, en tout cas, nous avons concédé une partie de notre souveraineté à ce consortium qui va gérer... Voilà, qui va gérer ces corridors, et pour la Zambie, et pour l'Angola, et pour nous, la RDC. Donc, ça dérange, cette concession de cette partie de notre souveraineté? Non, ça a toujours été ainsi le cas, papa. Ça a toujours été ainsi le cas. On n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. Ça dérange en aucun cas. Écoutez, quand une ambassade s'implante dans votre pays, mais vous avez concédé une partie de votre souveraineté là où est établie cette ambassade. C'est notre territoire. Ni votre police, ni aucun des services ne peut se mettre les pieds là-bas pour vous faire quoi que ce soit. Vous avez concédé une partie de votre territoire à ce pays. Donc vous avez concédé une certaine souveraineté. Donc ici, c'est un accord de concession. Il y a un consortium international qui va gérer les corridors. Et c'est d'ailleurs pourquoi, surtout que c'est une concession, voilà pourquoi il est important pour nous d'avoir nos propres infrastructures pour gérer toute la chaîne de la production à l'exportation de nos minéraux stratégiques, s'il vous plaît. Je voudrais dire à bienvenue que l'Angola n'a pas mis un demi-siècle pour faire les rails de Lobito jusqu'à Dilolo, à la frontière avec la RDC. Mais l'Angola n'a pas le même budget que la RDC. À peine 3-4 ans, ils ont fait les 1600 km de rails entre Lobito et jusqu'à la frontière avec la RDC. Donc c'est faisable. C'est juste une question d'avoir d'ambition, c'est juste une question d'avoir de l'audace, de dire que nous sommes un grand pays, nous avons vocation de grandeur, nous devons faire des grands pas. Je l'ai toujours dit ici, tant que nous faisons des pas de tortue comme on le fait là, nous n'irons nulle part. Nous sommes en compétition avec d'autres pays africains, avec le reste du monde. Alors si les autres avancent, nous sommes toujours dans l'immobilisme, alors nous risquons d'assister en spectateur au déclin économique de notre pays. Il nous appartient à nous de reprendre ce contrôle économique. Et il y a les moyens, il faut avoir juste l'ambition. Je l'ai dit à l'émission passée, cette année ici, pendant les 11 premiers mois, on a levé sur le marché financier local 1,3 milliard de dollars. C'est quasiment ce qu'il faut pour monter le port à eau profonde de Banana. 1,3 milliard de dollars, c'est ça. On en a fait quoi? Mais on en a fait quoi? Ça, il faut poser la question peut-être au gouvernement. J'aimerais que vous puissiez réagir, puisque je vous ai entendu sursauter quand il a évoqué la concession de la souveraineté. Non, il n'en est pas question. Lorsqu'on signe des accords économiques, on ne concède pas la souveraineté. On signe des accords économiques, on concède des droits, des parts. Hein, ce sont des parts, on ne cède pas la souveraineté, pas du tout. Et je pense que cet accord-là, le consortium n'est pas un État pour accaparer une partie de notre souveraineté et l'exercer. Ils vont gérer le côté technique de l'affaire.
les sols restent congolais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, zambiens lorsqu'il s'agit de la Zambie et angolais lorsqu'il s'agit de l'Angola. Donc, il n'y a pas de souveraineté cédée, pas du tout. Par contre, là où je suis d'accord, c'est de dire que nous ne devons pas croiser les bras et attendre que les autres nous imposent ce que nous devons faire. Nous devons avoir de l'audace. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais seulement, moi, je suis réaliste. C'est peut-être ça mon défaut, d'être réaliste et de dire, mon pays, nous savons comment nous évoluons. Les ports à nos poches profondes de Banana, par exemple, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis Mobutu qu'on en parle. Mobutu est parti, les Kabila sont venus, plusieurs inaugurations, rien. Aujourd'hui, les régimes Tshisekedi, il y a eu, je crois, si je ne me trompe pas... Les travaux ont commencé, la route s'est construite. La route s'est construite, mais on n'avance pas du tout. On avance à pas de tortue. Et lorsque j'ai dit un siècle, c'est une image, c'est pas que ça va prendre 100 ans. C'est une image que j'ai utilisée, que ça va durer. Oui, ça va durer, ça va durer. Et conscient que ça va durer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à dire nous sommes puissants, nous sommes forts, alors que le potentiel se trouve enfoui dans les sous-sols, ou on dit, ben, le peu qu'on a, on peut le faire passer de ce côté-là. Vaut mieux que de tuer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Garni, il a dit que c'était la culture de la rente. Malheureusement, c'est ça notre culture. Nous sommes dans la culture de la rente. Le gouvernement féminin veut renverser. Nous ne nous investissons pas. Oui, on doit changer de paradigme. On le dit, on le répète. On doit changer de paradigme pour que nous puissions quitter la culture de la cueillette. Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis Léopold II, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la cueillette. Nous ramassons les minéraux. On ramasse parce que c'est à fleur de sol. Nous ramassons. Nous ne travaillons même pas. Nous n'allons pas même pas loin pour creuser, pour retirer les minéraux. Nous ramassons les minéraux. Et cette logique est restée ancrée en nous. En lieu et place, on pouvait créer des industries sur place. Et pour créer des industries sur place, il faut savoir identifier ce qui est prioritaire. Aujourd'hui, prioritaire, ce sont les infrastructures routières, les infrastructures énergétiques. C'est loin tout ça. C'est très loin tout ça, avec notre maigre budget, qui est aujourd'hui de 18 milliards. C'est pas mal, mais c'est encore maigre. Avec ce budget-là, est-ce qu'il est possible de réaliser de tels ouvrages en un temps record? C'est compliqué. Et en étant réaliste, avec les deux pieds sur terre, on s'est dit... sur le partenariat public-privé, on peut activer ces leviers-là. En étant réaliste, on s'est dit... il faut le faire avec le moyen de l'État, c'est compliqué, mais il a évoqué les partenariats publics. Il faut prendre de ce qu'il y a, qui est également un partenariat public-privé. Okay. Il faut prendre de ce qu'il y a et à partir des revenus générés par ce qu'il y a, essayer de faire ce qui est possible. Et ce qu'il y a pour vous, c'est le corridor de Lobito. Moi, je prendrais ça. Très bien. Alors, on va prendre un détail. Juste une réaction, une question. Parce que aujourd'hui, quand on parle du corridor de Lobito, principalement, c'est l'exportation des matières premières. La question, c'est qu'aujourd'hui, quels sont le pôle d'autrefois qui nous servait d'acheminement de matières premières? Moi, j'ai l'impression qu'on s'en sert juste. Parce que la zone qui occupait la grande place dans le marché, c'est presque une zone aujourd'hui en conflit et qu'on trouve dans le corridor de Lobito l'aubaine de pouvoir le faire avec des États qui nous sont favorables à gauche, à droite. Ok, c'est bien. Hier, c'était le Rwanda qui permettait d'acheminer, voilà. Illégalement. C'est pas que le Rwanda, il y a la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda. Ouais, donc aujourd'hui, on trouve en ça l'aubaine pour dire, écoutez, ben, on peut couper nos autres amis ici. J'ai peur que le prisme politique entre un peu dans ce projet. Je dis bien, c'est une crainte. J'ai juste un peu peur. Mais dans le fond, quand vous verrez, je crois que c'est vrai, on gagnera peut-être un tout petit peu mais plus. C'est quand même moi, une victoire pour la RDC. Moi, je pense que notamment le fait que le Rwanda soit mis de côté, c'est quand même une victoire pour la RDC. C'est là que je dis passer outre le Rwanda. Ça, c'est un prisme politique, malheureusement. Ouais. Les questions économiques n'ont parfois pas cet angle de vue-là. En économie, même avec un État, je vous donne la preuve. La Russie et les autres, le marché du gaz, partagé avec des États, quoique en protagoniste, mais il s'agit de rapports économiques, on continue à coopérer. Ouais. Et pour vous, il fallait continuer avec le Rwanda? Non, je ne parle pas de ça. Sinon, on risque de perdre. Vous parlez de quoi alors? Vous parlez de quoi alors? Je rentre dans la logique, c'est que pour moi, aujourd'hui, il est grand temps. Et je le dis en connaissance de cause. J'ai eu la chance de feuilleter un tout petit peu, même si ce n'est pas encore finalisé, le PNSD, l'horizon 2024-2028. L'idée, c'est pouvoir d'aller dans des horizons très différents. Et je pense qu'à la limite, c'est vrai, ça peut s'imposer à nous, mais ce que moi je conseille
surtout au gouvernement, et particulièrement au gouvernement souminois, c'est de ne pas dormir sur leur laurier. L'idée ici, c'est que si depuis toujours, on a trouvé des excuses pour mettre en place le port en eau profonde de Banana, l'ouverture qui se présente à nous risque de nous endormir davantage. Et je ne pense pas que ça sera avantageux pour nous. Moi, je pense qu'à ce niveau ici, il faudra que l'État Congolais trouve un moyen, de par ces corridors, de ne pas seulement subir, mais faire un effort de pouvoir engager... Pour relancer celui des bananes. Également de justement recréer, de profiter, faire profiter à l'économie congolaise de ces corridors, au-delà de l'acheminement de ces matières premières. Ça encore, c'est de la prédation, à mon sens. Très bien. Oui, je voulais revenir sur quelque chose que Bienvenu a parlé. Enfin, on a toujours dit cette question de transformer nos minéraux localement. Vous savez, cette question risque de devenir une chimère pour la RDC. Vous savez quoi? Aujourd'hui, à supposer que, prenons une hypothèse, que l'année prochaine, il y a deux industries, deux usines décident de transformer les cuivres et les cobaltes localement. Est-ce que nous avons de la main-d'œuvre qualifiée pour ça? Combien de Congolais aujourd'hui sont formés pour anticiper ce qui doit arriver là, cette transformation de l'industrie localement? Il y en a combien? Je ne pense pas. Formation professionnelle. Voilà. C'est ça. Donc nous risquons encore de rater les coches. Nous risquons encore de rater les coches. Vous savez, il est temps que, en tout cas, ces pays se réveillent. Depuis toujours, nous avons toujours perdu toutes les batailles, disons presque. Parlons du caoutchouc. On est vers la fin du 19e siècle. On vient d'inventer le pneu et on a besoin du caoutchouc pour faire le pneu. Là, c'est le début du boom de l'automobile. Et quel est le pays qu'on trouve pour fabriquer, trouver la matière première pour le pneu? C'est la RDC. Le Congo sous Léopoldville, avec les VA. Avec le VA. On vient ici, on a coupé le bras de nos ancêtres et tout. Nous n'avons pas tiré de bénéfices de ces booms économiques qu'engendre l'industrie. Plus tard viendra l'uranium avec la bombe atomique. Nous n'avons pas tiré aucun bénéfice jusqu'à aujourd'hui. Et puis plus tard, le téléphone. Ça fait 20 ans qu'on parle de téléphone qui est fabriqué avec les coltans de la RDC. Mais nos frères de l'Est, ils sont 2 millions de déplacés jusqu'à aujourd'hui, toujours rien, ils vivent la misère. Aujourd'hui, on parle de la transition énergétique avec le véhicule à batterie, voilà. Mais nous risquons encore de perdre. Encore de perdre ça si nous ne nous préparons pas. C'est pourquoi je dis, demain, certainement, il y aura des industries de transformation de matières premières ici, le minerai stratégique. Mais est-ce que nous formons des Congolais à cette industrie-là? Ou est-ce que sommes-nous capables de capter le 1600 emplois qui nous est promis par le corridor de l'Obito? Voilà. Merci beaucoup. Non, je ne partage pas ce pessimisme. Non, c'est le pessimisme, le réalisme. C'est le réalisme. C'est-à-dire, parmi les 100 millions de Congolais, on ne peut pas trouver 1600 Congolais capables d'occuper des postes au corridor de l'Obito. Je ne partage pas ça du tout. Ils sont formés dans quelle université? Aujourd'hui, là, il n'y en a pas. Non, les compétences au Congo. Mais il n'y en a pas. Il y en a. Si c'est Si j'ai raison par l'absurde, vous dites qu'au Congo, il n'y aurait rien. Mais on a au moins 5 millions de Congolais qui sont dans la diaspora. Donc c'est ça. Donc j'estime que des Congolais, ils sont capables, il y en a qui sont formés au pays et à l'étranger. Oui, mais dans quel domaine? Dans tous les domaines. Le besoin, ils passeront par où? Dans tous les domaines. Je ne partage pas ce pessimisme-là. Très bien. Alors, on va quand même prendre notre deuxième sujet du jour et le tout dernier. Nous parlons ici de Doudou Fwamba qui a dépassé ses assignations financières du budget 2024 initial. Le cap, déjà, on s'oriente vers les assignations du budget rectificatif 2024. Ah ben oui, comment fera-t-il pour assurer réussir ce nouveau challenge? Amédée, la parole vous est donnée. Oui, au fait, oui, c'est une performance qu'il faut souligner. C'est qu'au 27 novembre, les recettes en interne mobilisées ont dépassé le 22 863 milliards qui étaient prévus dans les budgets initiaux. De francs congolais. Je parle de francs congolais.
Donc 22 863 milliards de francs congolais, c'est ce qui était prévu dans le budget initial comme recette à l'interne qu'il fallait mobiliser. À la date du 27 novembre, on a eu à mobiliser 23 625 milliards de francs congolais. Donc, on a dépassé les caps, ce qui était prévu dans le budget initial. Donc, c'est une performance qu'il faut souligner parce que les régies financières qui sont sous l'encadrement du ministre des Finances ont effectivement fait leur travail en mobilisant suffisamment de recettes. Donc, c'est une bonne chose, mais seulement... Là, il y a un budget rectificatif 2024 qui a été voté au Parlement par les deux chambres, mais ce budget-là, on a rehaussé un peu, au fait, les niveaux des recettes. Et pour ce budget, les recettes internes sont au niveau de 27 199 milliards de francs congolais. Donc, comment faire pour mobiliser donc, ce qu'il faut maintenant, c'est-à-dire que durant ce mois de décembre, il faudra chercher à mobiliser plus ou moins 4 milliards de francs congolais. Mais je pense qu'on pourrait y arriver parce que les chiffres que j'ai donnés là, les 23 625 milliards, c'est au 27 novembre. Le mois n'était pas encore fini et pourtant le mois de novembre, c'est un mois fiscal où on paye l'impôt sur les bénéfices et profits. Donc, vous savez, les Congolais, c'est les derniers jours où on court vite pour payer. On a comme l'impression qu'il s'observe quand même des miracles à la tête du ministère des Finances. On parle beaucoup plus de réformes, on parle des initiatives engagées, on parle de moins en moins de la méthode. Quelle est la méthode Doudou Famba qui réussit aujourd'hui? La méthode qui réussit, c'est d'abord, on a eu à les souligner, d'abord, les dépenses d'urgence. Ils étaient autour de 50%, ça a été réduit sensiblement jusqu'à 15%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le budget rectificatif, on a voulu qu'on puisse recentrer les gros des recettes du pays à financer les dépenses sociales, puisqu'en fait, il fallait cadrer les nouveaux budgets avec les programmes de la Première ministre Judith Suminwa, le programme qu'elle venait de présenter. Il fallait réorienter l'ancien budget par rapport à ça. Donc, miser plus sur les dépenses sociales et financer plus les dépenses d'investissement afin de pouvoir accroître justement cette rubrique-là. Parce que vous savez, moi, je l'ai toujours souligné ici et attaqué le fait que chaque fois, on essaie plus de financer les dépenses de fonctionnement alors que ça ne contribue à rien au développement du pays. Il faut financer les investissements parce que c'est ça qui va nous donner, on en a parlé ici, les infrastructures dont on a besoin. Donc, aujourd'hui, la méthode Doudou Famba, ça nous permet en tout cas d'asseoir une discipline budgétaire qui fait que on a suffisamment de recettes pour financer le dépense sociale. Vous vous souvenez, en octobre, il y a plus ou moins ces 263 millions de dollars qu'il a décaissés. D'abord pour redémarrer la deuxième tranche du PELDEL 145 territoires qui avait souffert jusque-là. Voilà. Et puis, pour financer les artères principales de Kinshasa ici, pour pallier un peu à ces embouteillages qu'on a et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Bienvenu, 4 000 milliards, ce n'est pas la porte à côté. Un challenge réalisable. Difficile à réaliser. Si oui, comment faire pour réussir le challenge? Vous avez tout à l'heure parlé de la méthode de Doudou Famba. Oui. Hein, c'est pas juste des mots en l'air que vous avez sortis. C'est tout un contenu. On a vu ce ministre, ce jeune ministre, et ça aussi c'est l'avantage d'avoir des gens qui ont... je ne suis pas contre ceux qui viennent de la diaspora, mais c'est l'avantage d'avoir des gens qui ont connu comment ça fonctionne, hein, qui savent où boucher. Et là, le coulage... Nous avons vu des fils maison qui ont échoué. Hein. Voilà. On peut en parler ici. Il y a tout un cocktail, on en parle. Il y en a. C'est l'exception qui confirme la règle. Il a stoppé le coulage de recettes. Hein, c'est une manière... c'est parmi les acquis de la méthode de Doudou Famba. Stopper le coulage de recettes, trouver des recettes qui allaient ailleurs, les canaliser vers les trésors publics et
Sur quoi doit-il surfer pour avoir ces 4 000 milliards? Déjà, il est en train de surfer dans ça. Et c'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, il y a une sorte de guéguerre avec la Direction générale des impôts. Mais c'est parce que Doudou Famba est en train de serrer les vis. Le fait de serrer les vis, il y a des gens qui montent au créneau, qui l'accusent de tout et de rien. Mais aujourd'hui, on peut dire, on peut affirmer que ces méthodes-là sont en train de produire des résultats acceptables et que les 4 000 milliards sont atteignables. Et nous, on peut même avoisiner le 5 000. On peut même dépasser. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, la méthode Famba donne quand même les garanties qu'il faut aux finances, aux caisses publiques? Oui, mais j'ai eu un pic récemment. Moi, je pense que si on va sur les approches comparatives, vous verrez que dans la plupart des cas, quelqu'un qui connaît mieux la maison peut se comporter mieux qu'un parvenu, quelqu'un qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Bon, avec Doudou Famba a remis l'équilibre entre les considérations administratives et la comptabilité générale de l'État. Il a fait un effort de trouver équilibre. Quand vous regardez les régies, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai, on parle de cette culture de vouloir venir payer très vite à la dernière minute l'impôt sur le bénéfice et le profit. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier, la facture normalisée, numérisée, a renforcé une forme de célérité dans la collecte de fonds de l'État. Et ça, c'est la méthode Doudou Famba. Bien plus encore, depuis un certain moment, les régies se mettaient dans la posture de ceux qui occasionnaient le coulage des recettes parce que la rétrocession n'existait plus. Il a commencé par remettre les choses en place, permettre aux régies de fonctionner convenablement et d'avoir ce qui leur permet de bien faire leur travail. Et dans ça, je crois que pour moi, ce sont les deux valeurs différentielles de la méthode de Doudou Famba. Et ajouter à cela la rigueur en termes de dépenses d'urgence, les dépenses exceptionnelles, il a presque réduit à néant. Aujourd'hui, cette forme de... Et la dette intérieure qui est maintenant programmée. Qui est programmée aujourd'hui, contrairement à autrefois, c'était presque la manne pour la plupart de ministres des Finances et d'autres agents de l'État. Et donc vous comprenez qu'aujourd'hui, il a remis un peu de l'ordre dans la politique de gouvernance des finances publiques. Et pour moi, c'est comme on a dit toujours, qui veut aller loin ménage sa monture. Je crois que pour moi, ce sont les premières bases qui justifient le fait qu'aujourd'hui, on a le résultat. 2025, il faut garder la même stratégie? Absolument. Ou améliorer? Et s'il faut améliorer, quoi faire? Oui, il faut, les mêmes signaux doivent continuer. Les mêmes signaux doivent continuer. Je crois, même le FMI l'a recommandé dans le dernier communiqué par rapport à que ce soit la 6e revue et même pour le 2 nouveaux programmes que nous attendons la validation par les conseils d'administration du FMI. Donc, il faut accentuer avec les réformes. Il y a un certain nombre de réformes qui sont programmées pour 2025. C'est notamment les systèmes de gestion informatisés de marchés publics. J'ai toujours signalé ça parce que c'est très important. Puisque c'est dans les marchés publics où il y a des surfacturations, où l'État perd énormément d'argent. Vous voyez, regardez un peu. Le boulevard Triomphal, ça a été construit par Musée Laurent Désiré Kabila. Ça fait combien d'années? Aujourd'hui, plus de 25 ans. Mais il est là intact. Mais il y a des avenues ici qui ont été refaits, construits. C'est pas Joseph Kabila? Le boulevard Triomphal. Si, c'est Joseph Kabila. Non, la première partie, entre le pont Cabu et le stade. Et le stade. C'est sous Musée Laurent Désiré Kabila qu'on a construit ça. Il y avait même un grand défilé qui était là. Voilà, cette partie-là, entre le pont Cabu et jusqu'au niveau de là où il y a les robots. Voilà, ça fait 25 ans que ces morceaux-là ont été construits, mais il est là intact. Mais il y a des routes qui ont été refaites ici, 3, 4 fois, 5 fois. L'avenue de l'université, et Kabamba, et voilà, et Bokassa et tout. Donc il faut ouvrir l'œil. Comment affecter l'exception à poids lourd, c'est les Japonais comment affecter l'argent qu'on collecte. Donc il y a un certain nombre de réformes à mettre en place pour maximiser la mobilisation des recettes. J'aimerais en tout cas que le ministre des Finances, avec tous les autres ministres concernés, puisse vraiment mettre en œuvre ces réformes-là, parce que souvent on est accusé d'avoir une certaine lenteur quand il s'agit de mettre des réformes. C'est notamment la facture normalisée qui aujourd'hui c'est un projet pilote, mais ça doit s'accentuer en 2025. Donc il faut continuer avec ça. Au niveau de province et autres. Beaucoup, je dirais certaines personnes reprochent la rigueur Famba de déranger le fonctionnement dans certaines régies financières. Oui, les régies financières peuvent
mais je pense qu'ils sont les grands bénéficiaires aujourd'hui. Une rigueur de trop, ça dérange, on doit l'avouer. Le fait qu'on paye maintenant la rétrocession, hein, ils reçoivent légalement l'argent qui leur revient, je pense qu'ils doivent plutôt applaudir. Mais bon, dans certaines régies, on est en train de rougir, on estime qu'il en fait un peu trop. Moi je pense qu'il n'en fait même pas assez, de mon point de vue. Ah bon? Oui, il n'en fait pas assez. Le recette de l'État... Il doit se faire accompagner de ces régies et pas déranger le fonctionnement de ces régies. Lorsqu'on paye votre rétrocession, c'est que l'État vous reconnaît, on paye vos salaires, on paye les frais de fonctionnement, vous n'avez pas à demander plus. Vous n'avez pas à dire au ministre de ne pas stopper le coulage de recettes. Vous n'allez pas le lui interdire. S'il estime qu'à tel endroit, il y a coulage, il n'a qu'à agir et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait bien. Au niveau des régies financières, on doit comprendre cela, puisqu'il y va de l'intérêt de la nation, il y va de l'intérêt de tout le monde. S'il y a la guerre aujourd'hui, s'il n'y a pas d'argent pour financer la guerre, ça va créer des problèmes dans le pays. La gratuité de l'enseignement, il faut trouver de l'argent, il faut mobiliser cet argent. Et Doudou Famba fait bien de mobiliser cet argent au niveau des régies financières pour que ça n'aille pas dans les poches des individus. Parce que la plupart des cas, nous l'avons connu ici, l'argent allait dans les poches des individus et ça ne profitait qu'à quelques individus, pas à la communauté. Et je pense que de mon point de vue, en 2025, et c'est le conseil que je vais prodiguer au ministre des Finances, c'est de serrer davantage. Comme l'a fait son prédécesseur, justement. Son prédécesseur, Nicolas Kazadi. Oui, qui a serré aussi. Vous le reconnaissez quand même, vous n'allez pas nier. Non, il a serré, il a permis de maximiser. Je n'ai pas dit que Nicolas Kazadi n'a pas de mérite. C'est notamment avoir maximisé le recette de l'État. C'est l'homme qui nous a amené à la conclusion des premiers programmes avec le Fonds monétaire international. Voilà. Pour ça, il y a de quoi applaudir, oui, absolument. Pour ça, pas seulement ça. Mobiliser plus de 10 milliards de dollars, c'est la première fois. Il y a de quoi applaudir. Nicolas, pas pour moi. Pas pour moi. Alors, on va se quitter avec cette caricature qui va boucler la boucle. Non, moi, j'applaudis pas Nicolas Kazadi. On va prendre cette caricature qui va boucler la boucle pendant que Gardi réfléchit sur ce qu'il doit dire. Au sujet de Nicolas Kazadi, nous allons commenter la caricature. Je commence par vous. Il y a une seule chose à dire, c'est projet forage. Alors, vous avez ça, monsieur Bienvenu, votre commentaire. Ben écoutez, savez-vous que le prix du biodi a doublé? Si vous me le demandez, je vais imposer des prix fixes, immuables. En fait, et puis on fait un raccordement avec la nouvelle Constitution. Bon, j'estime que... avec la Constitution, soit changée, soit révisitée, on peut changer la situation sociale des Congolais. Non, je pense que même le président de la République a été très clair là-dessus. Les changements de constitution, ce n'est pas pour résoudre les problèmes sociaux. Les problèmes sociaux, ce sont des problèmes de gouvernance qui ne sont pas des problèmes qui concernent directement le changement ou la révision de la Constitution. Aujourd'hui, la gouvernance, elle est ce qu'elle est. Elle est en train d'évoluer plutôt bien avec Judith Suminwa. On a la nette impression qu'on est sur la bonne direction. Et il faut continuer. Et déjà, les impacts sont positifs. Quelque peu positifs. Mais par exemple, le prix du biodi qui augmente, j'ai exprès refusé de commenter le prix du biodi. Et pourtant, c'est le cas. Parce que moi... C'est le cas sur le terrain. Nous en avons parlé avec Gardi Diana. De mon point de vue... Après la signature juste du décret, les choses ont flambé sur le marché. De mon point de vue, on devait plutôt dire le prix de Nzombo a augmenté, le prix de Ngolo a augmenté, plutôt que de biodi. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire des commentaires là-dessus. Légèrement de 3 000 francs. Alors, Amédée, puis on finit avec Gardi Diana. Oui, vous savez, l'objectif ultime du programme quinquennal du président de la République, c'est améliorer le social des Congolais. Alors, je pense que tout Congolais, il attend du concret par rapport à ça. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les dirigeants, les gouvernements soutenants, ils doivent avoir vraiment ça en tête, que le peuple ne demande qu'on améliore son social. Et je pense que... ça n'a rien à voir avec la Constitution. Non, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Que l'on touche pas, il y a un besoin qui se présente. Le besoin de la population, c'est les social. Il est et il reste. Gardi. Voilà. Les débats sur la Constitution, c'est un autre débat. Pour ne pas faire mentir le chef de l'État, je crois qu'il faut vraiment faire la part de choses entre les dynamiques politiques, surtout les enjeux. On commente la caricature. Hein? Si, je commente la caricature. Ah, très bien. Je répète, pour ne pas faire mentir le chef de l'État, c'est qu'on est dans des enjeux politiques. Il faut laisser le chef de l'État gérer les aspects politiques.
et que le gouvernement doit s'activer pour éviter ce genre de raccordement frauduleux à gauche et à droite. C'est-à-dire, quand la situation semble intenable en interne, croyez-moi, il y a des incidences sur les orientations politiques et je pense que le gouvernement doit faire un effort de pouvoir résoudre pour faire la démarcation entre les questions de gouvernance en interne et les enjeux un peu plus supra dans les approches politiques que le chef de l'État avait engagées. Allez, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et la suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec la même énergie. Au revoir et à très vite.